des Blancs. Il occulte les pages sombres de la colonisation. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Pendant 80 ans, la Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses fils. Patrice Lumumba réagira en prenant la parole alors que ce n'est pas prévu par le protocole. Il rappellera aux Belges présents ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voeux honorables étaient réservés aux seuls blancs. Dans les jours qui suivent, la situation va se dégrader brutalement. Les soldats de la force publique se révoltent. Ils ne supportent plus d'être commandés par des officiers blancs. Ils veulent de meilleurs grades, de meilleurs soldes. Ils s'en prennent à tous les blancs. Il y a des émeutes, il y a des viols. Ce sont les premiers vols de rapatriement des colons vers la Belgique. Ils m'ont emmené dans un camion où ils m'ont offert un spectacle à travers la cité indigène de Tazeville. Battu, à coups de crosse, j'ai été emmené après au camp militaire. Le résultat, j'ai 2 côtes cassées. Le Congo va se retrouver plongé pendant des années en plein chaos, en pleine incertitude. Une seule chose ne changera plus. Les Belges ne reviendront pas au Congo. À nos côtés, Jean-Marie Mutamba Makombo, vous êtes historien. Léon de Saint-Moulin, vous êtes historien également, père jésuite. Vous êtes arrivé au Congo pour la première fois en 1959. Léon Ngoulou, vous êtes ancien ministre, sénateur, mais surtout vous êtes l'un des pionniers de l'indépendance. En 1960, Léon Ngoulou, vous aviez 26 ans, vous étiez un militant politique partisan de l'indépendance immédiate. Que ressentez-vous ce 30 juin 1960 ? Le 30 juin, c'est la grande joie, c'est l'allégresse, c'est le grand plaisir pour ceux qui ont atteint leur but. Et ce but, c'est la fin de la domination coloniale, la fin de l'autorité blanche, la fin de l'autorité belge. Et c'est ainsi que c'était une hystérie, les gens avaient bu, avaient dansé dans les parcelles, à travers les quartiers. Donc un climat formidable. C'était l'euphorie ? C'était l'euphorie totale. Père de Saint-Moulin, vous étiez ici le 30 juin 1960. Quel souvenir en gardez-vous ? Comme vous avez dit, je suis arrivé ici en septembre, même au mois d'août 1959. Et c'était un vent, j'allais dire, de débandade, la fuite des capitaux et même le départ d'Européens. Il y avait peu d'Européens qui étaient ici avec leur famille encore pour le 30 juin. Alors que tout se soit passé assez bien, était un sentiment de grande joie. Le 1er juillet, il y a eu un défilé ici sur l'avenue de la Victoire. Nous sommes à quelques mètres de l'avenue de la Victoire, où j'ai été parmi ceux qui regardaient. Et à l'époque, ce fut vraiment une fête. Mais en même temps, pour moi, c'était comme le 8 mai 1945. On nous a dit pendant 5 ans, pendant la guerre, après la guerre, ça allait tout arranger. Et les gens sont arrivés à l'indépendance exactement avec le même sentiment, comme vient de dire M. Ngoulou, que c'était la libération et l'aboutissement. Mais du côté des Belges, comment est-ce qu'on réagit à ce moment-là? Est-ce qu'on est inquiet? Certainement qu'on était inquiet en arrivant au 30 juin et pendant le discours du roi. Il y a des gens qui étaient satisfaits, mais il y en a qui ont aussi senti que ça n'avait pas la longueur d'onde qu'il aurait fallu pour que ça puisse être bien accueilli. Ce discours n'a suscité aucun applaudissement avant la fin. Protocolairement, on l'a applaudi, mais il n'a pas répondu aux attentes. Et quand Lumumba a pris la parole,
Chez les Blancs, il a suscité évidemment une frustration, un sentiment d'injustice, qu'on leur reprochait des choses qu'ils n'avaient pas faites et je ne sais pas tout quoi. Donc une tension chez les Blancs, certainement qu'elle existait. Mais je répète, au total, on est arrivé le soir du 30 juin avec un sentiment de fierté d'avoir quand même pu aboutir. C'était une réussite. Monsieur Mutamba, on a souvent dit que l'indépendance est arrivée trop tôt, que les Congolais n'étaient pas prêts et beaucoup auraient souhaité postposer cette indépendance. Qu'en pensez-vous? Pas prêt, je ne sais pas, mais en tout cas les Congolais désiraient cette indépendance-là. Ils désiraient cette indépendance depuis qu'il y avait eu les manifestes. Il y avait des discussions entre Congolais et les Congolais aspiraient à être maîtres de leur destin. Eh bien, on va voir comment ça se passait avant l'indépendance. Jusqu'en 1960, c'était l'administration territoriale, 100 000 fonctionnaires belges qui géraient ce pays grand comme 80 fois la Belgique. Le pays était très bien organisé, mais les Congolais, les Noirs, comme on disait à l'époque, n'avaient pas voix au chapitre, ou si peu. Les Blancs et les Noirs vivaient tout à fait séparément. Aujourd'hui, on ose parler d'apartheid pour le Congo belge. Regardez cette séquence, elle est réalisée par Gérald Vandenberg. À l'invitation du roi Léopold II, ce monarque au long regard... C'est en fouillant dans les archives cinéma de l'époque que l'on comprend quel regard les Belges du Congo portaient sur la population noire. Le commentaire des événements les plus banals est teinté de racisme ordinaire. L'éducation physique est partout à l'honneur. Les mouvements d'ensemble exécutés au rythme des chants ont la faveur des petits noirs. Les bassins de natation les attirent irrésistiblement. Les noirs, naturellement propres, aiment l'eau. Dans toutes les grandes villes du Congo, deux mondes existent en parallèle. Il y a les quartiers blancs, où se succèdent les villas, et puis il y a la cité noire, où le niveau de vie est bien inférieur. En dehors du travail, blancs et noirs ne se fréquentent absolument pas. Eux pouvaient venir se promener dans notre cité où nous habitions, mais toi, tu ne peux pas aller te promener là où ils habitent. Ce n'est que si ton patron blanc t'appelle que là, tu peux y aller. S'il n'a rien dit, tu ne peux pas. En ville, les Belges ont leurs loisirs, leur nourriture, leur lieu réservé, leur manière de vivre. Seuls les boys, les domestiques noirs, partagent un peu ce monde des Blancs. Un noir ne pouvait pas participer dans des buvettes européennes. Un noir ne peut pas manger avec un blanc. Même avec un blanc ensemble, il ne peut pas. Même se saluer, ces choses, insérer la main non plus. C'était un apartheid de fait, mais est-ce que ça impliquait un certain racisme de part et d'autre? Je crois que tout apartheid implique un certain racisme. Mais ce n'était pas un racisme de supériorité écrasante et hargneuse. C'était une séparation. C'était une séparation qu'on croyait, nous, admise des deux côtés. Des transformations merveilleuses s'opèrent. Ces enfants, hier incultes et sauvages à peine couverts d'un pagne, deviennent disciplinés, lisent, écrivent et calculent. Le système scolaire instauré par les Belges au Congo est une des plus grandes réussites de la colonisation. En 1960, près de 80% de la population sait lire, écrire et calculer. L'école primaire est donc particulièrement développée. L'école secondaire prendra aussi de l'ampleur à la fin de la période coloniale. En revanche, le colonisateur blanc évitera soigneusement de pousser les Noirs à faire des études supérieures. Les Congolais étaient maintenus à un niveau très bas et bloqués dans toute évolution. C'était une des plaintes, entre autres. Ils pouvaient, par exemple, à Kisantu, nous formions des assistants médicaux. Mais ces assistants médicaux étaient vraiment très bien formés, techniquement, humainement parlant. Ils étaient très bien formés d'une telle manière qu'ils faisaient le travail d'un médecin. Ils sont lancés dans le travail, ils exercent leur profession, mais ils ne sont pas rémunérés comme un médecin. C'est réservé aux Blancs, c'est réservé aux Européens. Après interrogation, tests et sondages, les inspecteurs de l'enseignement reconnaissent nos jeunes noirs aptes aux études à l'égal de leurs émules d'Europe,
sous réserve toutefois d'un développement moins complet des facultés intellectuelles, l'Européen trouvant, en marge de ses activités scolaires, beaucoup plus d'occasions de les exercer. Ne pas avoir des élites, c'est éviter d'avoir des problèmes. Parce que les élites, c'est des gens... justement, le savoir est quelque chose de très ambigu, c'est une arme. Si on donne à décoloniser une arme, ils pourront un jour s'en servir contre la colonisation. Dans les dernières années de la colonie, les Belges favoriseront l'émergence d'une classe moyenne noire qui aura accès aux études supérieures et à des emplois mieux payés. Ils les appelleront les évolués. Mais on continuera malgré tout à leur apprendre à garder leur place. Les élèves se rendent au champ pour les travaux manuels. Couper l'herbe avec une machette sous le soleil d'Afrique, voilà une occupation qui remplira ces futurs évolués de respect pour le dur labeur de leurs frères moins fortunés. Évolués, ils le seront. Mais il ne faut pas qu'ils se croient pour cela d'une essence supérieure à celle de leurs frères moins avantagés. C'est vers ceux-ci qu'ils devront se pencher plus tard, pour élever la masse indigène tout entière. Cet apartheid à la belge aura des conséquences après l'indépendance. Lorsque les fonctionnaires belges, effrayés par les violences, retourneront chez eux, il n'y aura pas de Congolais suffisamment formés pour les remplacer. Le Congo verra s'effondrer son économie, son enseignement, ses hôpitaux en quelques années. Et 50 ans plus tard, ils ne se sont toujours pas redressés. Léon Ngoulou, vous avez bien connu, vous, cette période coloniale. Alors, est-ce que ça se passait vraiment comme dans le document qu'on vient de voir? Exactement. Exactement. Nous vivions dans nos cités noires et les Blancs vivaient dans leur cité blanche. On ne se fréquentait pas. C'était comme ça jusqu'en 1958. C'était séparé, complètement séparé. On ne pouvait pas entrer dans les magasins des Blancs. Les Blancs ne venaient pas chez nous. Bon, on était vraiment séparés. Ici au Congo, on parle beaucoup de la chicotte. Est-ce que c'est vrai que les Blancs utilisaient le fouet pour... Oui, on a utilisé longtemps la chicotte. Jusqu'en 1958, je pense. On utilisait la chicotte. À quelle occasion? Bon, à l'occasion des indisciplines. Hein. Quand on n'obéissait pas rapidement, c'était de l'indiscipline. Et l'indiscipline, c'est le coup de fouet. Jean-Marie Moutamba, en tant qu'historien, vous avez beaucoup travaillé sur cette période. Est-ce qu'on peut parler d'apartheid? Bon, quand on parle de développement séparé, c'est ça l'apartheid. Mais les coloniaux qui étaient ici n'acceptaient pas le mot. Il faut dire que l'apartheid, ça ne vaut pas pour les métropolitains. Parce que quand les Congolais se rendaient en Belgique, ils étaient étonnés de l'accueil chaleureux qu'ils rencontraient. De telle manière que certains Congolais croyaient que certains Belges étaient leurs ancêtres morts qui étaient allés se réincarner en Belgique. Donc c'est pour vous dire que ça ne marchait pas comme cela. Père de Saint-Moulin, quand vous arrivez au Congo en 1959, est-ce que vous êtes choqué par ce que vous voyez donc, entre les Blancs et les Noirs? Ça me choque au collège Albert, devenu collège Boboto où j'enseignais. Dans ma classe de 37 élèves, il y avait 5 Africains. On commençait à accueillir quelques Africains, mais c'était l'exception. Est-ce qu'il y avait du racisme chez les missionnaires? Certainement qu'il y en a qui avaient un sentiment de supériorité, à la limite raciale, si vous voulez employer le mot. Tout le monde le trouve un peu déphasé aujourd'hui, mais il y avait quelque chose de ce sentiment-là, oui, de croire qu'on était d'une race supérieure, un peu naïvement. Aujourd'hui, malgré tout ce système ségrégationniste qui existait, beaucoup de Congolais ont la nostalgie de la colonie. Comment expliquez-vous cela? Bon, j'explique cela par, disons, les désillusions de l'indépendance. On voit la situation maintenant, il y a le chômage, il n'y a pas, les soins ne sont pas administrés, disons, comme il faut. L'école est devenue payante, il y a... Bon, disons qu'on compare par rapport à la situation d'avant. Et, ma foi, on regrette ce paternalisme, puisque du berceau jusqu'au cercueil, on était pris en charge par le colonisateur, et on regrette cela. Alors, que reste-t-il aujourd'hui du Congo belge? C'est la question que nous avons posée à des Congolais. Dans les souvenirs, oui, mais matériellement, il n'y a plus rien. Mais oui, tout ce que nous voyons ici, des vieilles maisons, des vieux bâtiments, ça nous rappelle des Congo belges. Tout ce que les